Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 19 septembre 2024 et désormais il est l'heure de retrouver Éric Seban et son Chronodax. Bonjour Éric. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous Éric ce matin. Éric Seban, vous êtes trader, formateur et coach avec nous tous les jeudis pour commenter les mouvements sur l'indice phare allemand. Éric, au lendemain de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui a surpris un peu tout le monde par l'ampleur de la baisse de taux de 50 points de base, ce matin les marchés ont clairement ouvert dans le vert, on s'y attendait. Est-ce que du coup par la force des choses c'est le catalyseur, que l'orientation, que le schéma graphique attendait pour pouvoir être propulsé, pour que le DAX puisse être propulsé vers les 19 000, voire les 19 500 points? Alors, je ne sais pas si la décision était attendue pour ça. C'était déjà en cours. Bon, voilà, c'est ce qu'on commentait la semaine dernière, puisque jeudi dernier, je vous disais, on est en passe de sortir de la zone de latéralisation, toute petite zone qui est en jaune sur le graphique, qui a duré que 3-4 jours, après le premier retracement qu'on a eu. Le retracement qui s'est inscrit donc dans une phase de rebond très importante. Il faut le graphique pour suivre tout ce que je peux dire, parce qu'il s'est passé tellement de choses depuis le 1er août. 1er août, donc, on part à la cave, 17 100, on s'arrête, on remonte en ligne droite de 11%, et puis ensuite, après être revenu sur 19 000, on revient sur 18 300. Et là, donc, on latéralise. Et jeudi dernier, on essayait de sortir par le haut de cette zone. On a confirmé la sortie par le haut. Et puis, très logiquement, on a atteint la résistance suivante, à 18 800, c'était lundi, je crois. Et puis, on s'est arrêté là, et on pouvait se poser la question de savoir si, oui ou non, c'était un rebond après un premier retracement qui était souhaitable, parce que 11% en ligne droite, c'est jamais très bon comme construction, en tout cas pour aller plus haut. Donc, on a juste rattrapé ce qu'on avait baissé. On a eu une baisse éclair en août, voilà, en 3-4 jours, et puis finalement on a mis le reste du mois pour la gommer. Bon, très bien. Ça a démontré finalement ce que je vous disais la semaine dernière, à savoir que on a obtenu une réponse du marché qui était conforme à ce qu'on pouvait attendre compte tenu de ce que l'on pouvait imaginer en termes de protection des gérants. Donc, pas d'obligation de faire sur les points bas, au moins jusqu'à 17 100, on est tranquille, on sait que on a pu constater qu'ils sont protégés. Alors après, il faudra qu'ils renouvellent leur protection, mais bon, ça fait déjà plus d'un an qu'ils le font, donc je pense qu'ils vont continuer. Ce qui s'est passé avec le Covid a servi de leçon, je pense, maintenant. Et donc, on sait qu'ils sont protégés. Pas de surprise quand finalement, après un premier retracement, 19 000, 18 300, ça fait 4%. On n'a pas fait davantage. On a déclenché pour autant un signal baissier technique. On n'a pas fait de plus bas. Il n'y a eu aucun relais. Bon, c'était aussi prévisible. Ensuite, on a latéralisé, on sort par le haut. Est-ce que la Fed va catalyser ce rebond pour l'emmener vers 19 000, voire davantage? En tout cas, la construction de Chartis, vous le disiez à l'instant, elle prône en faveur, en effet, d'une poursuite de la hausse. Même si on peut évidemment se demander très légitimement avec quel carburant on va aller au-delà de 19 000. Mais maintenant, sur le plan de chartiste, encore une fois, les catalyseurs, c'est du fondamental. La vie des marchés, c'est un autre monde. Donc, c'est le monde du technique. Demain, on a l'échéance trimestrielle. Je ne sais pas où est le niveau de protection. Tout ce qui s'est passé pendant le mois d'août a forcément mis en place des stratégies de couverture pour se protéger contre ce mouvement de baisse rapide, ce mouvement de hausse en ligne droite. De la part des vendeurs d'options, il y a forcément eu, évidemment, des obligations de faire. Je ne sais pas jusqu'où a été le niveau de protection, où a été le besoin. Mais du coup, ce que vous nous dites, Eric, c'est que justement, donc, pour se protéger, si je comprends bien, pour se protéger de cette baisse très importante, les traders se sont couverts. Donc, ce que vous nous dites maintenant, c'est que la construction de Chartis est orientée favorablement. Du coup, ces positions de couverture pourraient être débouclées et donc, par la porte des choses, porter le DAX vers un objectif encore vers le haut, en tout cas. Alors, c'est pas parce que c'est remonté qu'en fait les couvertures ne servent à rien et qu'elles seront abandonnées demain, parce que les couvertures sont des contrats d'options, des contrats futurs éventuellement, et qu'à l'échéance, ils disparaissent. Donc, voilà, ce sont des couvertures qui ne servent plus à rien. Ça, c'est si on utilise les contrats futurs et les contrats d'options parce que on a été, par exemple, vendeur de call, vendeur de put au mois d'août, et que à partir de là, il a fallu agir sur les sous-jacents, mais on a pu être aussi vendeur de call, vendeur de put
je parle là des vendeurs d'options dont c'est le métier, sur les actions. Et donc, par conséquent, sur les actions, il a fallu aussi agir. On agit toujours sur le sous-jacent, donc ça veut dire qu'il a fallu à un moment soit vendre les actions à découvert pour se protéger contre justement la baisse, parce qu'il faut accompagner cette baisse. C'est un peu technique, mais quand ça monte, c'est la même chose. Donc, il a fallu aussi acheter des actions. Donc, comment ça a été arbitré? C'est compliqué de le savoir quand on a des mouvements aussi violents et aussi importants. On ne peut pas connaître évidemment la position nette des vendeurs d'options à un instant T. Donc je ne sais pas comment ils ont arbitré, on ne peut pas le savoir, mais en tout cas demain, on pourrait avoir des mouvements parce que des protections ne vont plus servir à rien en fait. Voilà, les obligations que les vendeurs d'options prennent sur les contrats d'options, elles s'arrêtent avec l'échéance. Donc les couvertures nécessaires pour se protéger quand le marché a été contre vous pendant toute la durée de l'échéance, je le rappelle sur le DAX c'est trimestriel, elles ne servent plus à rien. Donc demain on peut avoir des débouclements de position, ça peut... À une époque, c'était très violent, les jours d'échéance. Mais bon, voilà, c'était à une autre époque. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, comme par exemple le volume sur le DAX. Mais c'est une catastrophe, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne sur le DAX. Je ne sais pas ce qui se passe, on est à même pas 5000 contrats échangés au moment où on se parle. On fait des journées à 30 000, là où d'habitude, c'était maintenant, ça commence à faire loin. On était autour de 60 000 contrats. Et en période normale, moi, j'ai plutôt connu des 75 000, 80 000 contrats par jour. Là, il n'y a plus personne. Alors moi, je mettais ça sur le compte. Bon, OK, de la BCE la semaine dernière. Allez, en suivant, il y a la Fed. Je vois que ce matin, il ne se passe que dalle. Donc, ce qui se passe, en revanche, c'est qu'on continue de monter et surtout qu'à l'instant T, pour l'instant, en tout cas, on est au-dessus de la résistance 18 800. Ça, c'est le premier signal chartiste qui va dire, voilà, on a peut-être envie d'aller jusqu'à 19 000, voire au-delà. Donc ça, c'est un signal chartiste. Et si ce soir, on termine au-dessus de 18 800, on va déclencher également un signal technique de hausse, donc concomitant, qui pourrait peut-être déclencher des prises de position spéculatives à la hausse, parce qu'on a sur le graphique quelque chose qui peut nous emmener jusqu'à 19 000, voire davantage. Ça fera la troisième fois qu'on va à 19 000, et à un moment, on va certainement passer au-dessus, parce que vous aurez un manque de vendeurs à découvert. Il y aura pas d'initiative de prise de position à la baisse quand on va revenir à 19 000, en principe, parce que les probabilités que ça fonctionne, on voit bien que ça n'a pas fonctionné en août, ça n'a pas fonctionné là, début septembre. À un moment, on va se dire, bon, OK, on va laisser faire, et puis on verra à un moment comment on peut éventuellement envisager une prise de position baissière, par exemple, sur des signaux techniques. Donc, le marché, là, pour l'instant, il est vide. Il est totalement vide. Travailler en intraday, c'est devenu une catastrophe. Il y a tous les repères que l'on utilise habituellement, 90% du temps, ils sont inefficaces. Il y avait de la volatilité, il n'y avait pas hier, c'est normal, ça s'est calmé, mais depuis 15 jours, 3 semaines, il y a beaucoup de volatilité, et les mouvements du DAX sont totalement erratiques. Donc, moi, ce que je vous disais la semaine dernière, je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis à l'écart pour le moment. Tant que le DAX ne va pas reprendre un comportement normal, je ne vais pas les pieds dans ce marché, je ne sais pas ce qui se trame. S'il se trame quelque chose, on va attendre. Ok, c'est intéressant ce que vous dites. C'est très intéressant ce que vous nous dites, Eric. Et je vous remercie pour votre franchise et votre honnêteté. Ce que vous nous dites globalement, c'est que de façon chartiste, l'analyste chartiste peut potentiellement laisser supposer que le DAX continue à évoluer vers le haut, mais vous, malgré tout, vous restez prudent et à l'écart. On ne sait jamais. Je reste à l'écart parce que je n'ai pas envie de me retrouver à tout moment de la journée à des pics de volatilité parce qu'il n'y a pas de densité dans le marché. Quand je travaille avec mes franchisés, il y a des règles simples, c'est qu'on ne prend jamais de position avant les stats et on attend que ça se calme après les stats. Pourquoi ? Parce que ce sont des pics, des potentiels de volatilité. La plupart du temps, c'est le cas. Là, avec le manque de densité qu'on a sur le DAX, ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'on bouge de 7-8 points avec très très peu de contrats dans le carnet. Et ça ne me plaît pas. Il faut de la contrepartie. Il ne faut pas que le marché puisse se déplacer comme ça dans le vide, comme lorsqu'il y a une stat en permanence. Donc, ce n'est pas un comportement habituel. Et là, vraiment, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ça. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était en plein Covid, mais il y avait des bonnes raisons. Là, il n'y a rien. C'est pour ça que ça m'inquiète 2 fois. Alors peut-être que je me fais des idées, j'ai vieilli, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, je reste prudent. Ça, c'est sûr. Ouais, ce qu'on comprend. Donc la faible liquidité sur le DAX, finalement, par la force des choses, doit inciter à la prudence. En fait, on a l'impression qu'on est mis face à un cours de penny stock. En fait, en réalité, de très petite capitalisation, avec très peu de mouvements au quotidien, mais avec des niveaux d'amplitude extrêmement importants, quoi. Oui, ce qui est assez surprenant, évidemment, c'est qu'on parle du DAX quand même. Il faut se rappeler que c'est quand même un poids lourd. Alors, c'est peut-être dû à l'échéance, mais il faut que lundi, les choses, mardi, ça revienne dans l'ordre. Sinon, je vais continuer encore à me poser plein de questions sans trouver des réponses. À un moment, on aura la réponse. On va essayer de vous accompagner dans votre réflexion, dans votre période de phosphoration. Et écoutez, on vous retrouve la semaine prochaine, Eric, pour voir comment évolue cet indice phare allemand qui, on le comprend, est bien orienté, mais laisse supposer que tout peut arriver d'un instant à l'autre. Et donc, la prudence est de mise. Merci beaucoup.